Nous allons commencer la journée consacrée aujourd'hui plutôt au Moyen-Âge, au sens large, avec toute une série d'intervenants que nous présenterons au fur et à mesure. Merci à la collectivité de Corse, aux organisateurs, à l'université de nous accueillir. Et je cède la parole pour un propos liminaire et un rappel à monsieur Pierre-Jean Campocasse, qui va ouvrir les débats et la journée. Alors, ouvrir les débats, je vais saluer tout le monde, remercier Madame, Messieurs, chers collègues, dire d'abord le passage obligé, important, c'est de remercier toutes les institutions et les personnes, je ne vais pas toutes les citer, rassurez-vous, qui participent à cette manifestation qui s'est ouverte hier matin dans la ville de Bonifacio. Alors citer la DRAC de Corse qui nous accompagne depuis hier et qui va intervenir aujourd'hui et demain, je pense. L'INRAP et bien sûr qui nous accueille aujourd'hui, l'Université de Corse et en particulier citer Madame Salicetti qui nous permet de faire cette seconde journée à l'Université de Corse dans l'amphi Tori. Alors quelques mots juste avant de commencer, de donner la parole aux spécialistes du Moyen-Âge. Hier, nous avons une journée, nous avons ouvert ce colloque à Bonifacio. C'était une grande chance avec une visite de ces fortifications exceptionnelles sur un site magnifique. Avec Monsieur Tercé, nous avons pu mercredi soir avoir un aperçu parce qu'effectivement, il faudrait plusieurs journées à Bonifacio pour faire le tour des différents éléments fortifiés que l'on rencontre dans cette cité. Aujourd'hui, Corté, avec ce matin, donc on bascule. Hier, c'était préhistoire et antiquité. Aujourd'hui, nous basculons sur le Moyen-Âge. Et on finira demain avec la période moderne et contemporaine. Vous dire aussi qu'on a souhaité, sur l'organisation de cette manifestation, coupler à chaque fois des interventions, des demi-journées avec le matin des présentations, des conférences, et l'après-midi, une visite de terrain. Et alors, pour cet après-midi, hier, on a pu passer un moment avec monsieur Kevin Pechkilikin sur le site de TAP. Il a pu nous montrer tout l'intérêt de ce site. Pour ma part, je ne le connaissais pas et c'était très intéressant. Cet après-midi, on aura aussi un cas pratique sur ce qui nous intéresse. On a dit en termes opératoires, au patrimoine, on revient toujours sur notre schéma à étudier, conserver et mettre en valeur. Cet après-midi, on aura, je pense, avec la Citadelle de Corté, une vision globale, puisqu'il y a eu cette publication qui a permis, avec les archives militaires de Vincennes, d'avoir une belle publication qui a permis véritablement de poser et de valoriser le travail de recherche qui a été mené depuis quelques années sous la direction de Madame Tranois. Nous avons aussi, en ce moment, on aura l'occasion, on ne pourra pas complètement visiter, mais on est en chantier. Vous verrez que la partie Castello est en cours de restauration. Il y a encore une année qui est longue pour nous. On s'impatiente de réouvrir, de profiter de ces installations. Et on aura également un volet mise en valeur avec ce dispositif et ce grand projet prioritaire pour la direction du patrimoine, Città del Bintun, et ça permettra d'évoquer les différents volets que l'on souhaite mettre en œuvre sur les 3-4 prochaines années. Voilà en quelques mots, je n'en dirai pas plus, je vais laisser la parole donc à nos spécialistes du Moyen-Âge pour débuter. Et je vous remercie en tout cas de votre participation à cette manifestation qui est importante pour nous, pour à la fois nos tours littorales, qui est également un programme important, et les différentes fortifications de Corse. Nous avons sur cette longue durée une grande variété de sujets à aborder. Merci à tous. Bien, merci Pierre-Jean. J'en profite moi de même pour remercier les organisateurs de m'avoir fait le plaisir et l'honneur de présider cette longue séance, et
alors nous attaquons sans plus attendre sur notre première présentation. Alors il faut dire que là c'est une Dream Team. Là, puisque nous avons une intervention croisée. Alors croisée en plus, d'autant plus intéressante qu'elle elle est riche de perspectives, puisque c'est une intervention croisée sur bilan et perspectives de recherche sur les fortifications insulaires du second Moyen-Âge, donc du XIIe, XVe siècle, qui est faite conjointement à la fois par des archéologues comme Daniel Istria, qui est ici à la tribune, Gilles Giovanangeli et Émilie Thomas, et des chercheurs en archives, comme Vanina Mark et Van Kovlart de l'université, et Pierre-François Dicard, qui lui présente un master, donc qui est l'avenir de la recherche. Donc là, nous avons des chercheurs en diachronie et en conjonction de compétences. Donc l'idéal pour commencer cette journée. Daniel, je te cède la parole. Donc, excusez-moi, je vous rappelle malgré tout les temps de présentation. Donc, les présentations sont normalement de 20 minutes. À la fin des présentations, nous aurons une séance de questions. Donc, le micro circulera pour les questions dans la salle. Et ensuite, nous enchaînerons au fur et à mesure des présentations de la journée. Voilà. Je te cède la parole, Daniel. Merci. En résumé, donc, les vieux et les jeunes, hein, c'est ça que tu voulais dire. Tu peux. Bon, bonjour à tous. Nous sommes heureux, tous les 5, d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer la question des fortifications médiévales. Alors, un thème qui, comme vous le savez, a fait l'objet de premières recherches dès le XIXe siècle. Hein, on pense notamment aux gros travaux de Viollet-le-Duc, mais une recherche qui a véritablement pris corps à partir des années 1950 avec la fouille du château de Caen, notamment. Encore, ce n'est qu'à partir du tout début, fin des années 70, tout début des années 1980, que l'on s'intéresse à cette question des fortifications, avec, on s'en souvient, le colloque La Table Ronde de Bigouille en 1980, je crois, et puis les travaux pionniers de Gilles, qui est là, qui a abordé cette question à partir des textes, mais avec un regard archéologique, en tout cas, qui a posé les bases, il faut le dire, de notre recherche. Aujourd'hui, donc, une quarantaine d'années plus tard, on peut dire que l'on connaît dans les grandes lignes les caractéristiques formelles de ces fortifications médiévales de l'île, leur évolution sur le temps long, mais beaucoup de questions restent bien sûr posées, notamment celles des réseaux, celles des territoires, celles de l'impact de ces fortifications sur le peuplement, donc autant de questions qui doivent encore être approfondies aujourd'hui. Pour autant, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler une impasse. Pourquoi ? Parce que la documentation écrite relativement peu abondante dont nous disposons, et en tout cas celle antérieure au XVe siècle, a été explorée. Et on pense aujourd'hui qu'il n'y a plus grand-chose à en tirer, en tout cas en ce qui concerne cette thématique. Reste bien sûr la documentation de l'extrême fin du Moyen-Âge qui peut encore nous révéler des surprises. Quant à l'archéologie elle-même, et comme le soulignait la programmation de la recherche archéologique nationale il y a quelques années, c'est une thématique qui demande un investissement énorme. Engager de nouvelles fouilles archéologiques sur une fortification doit être programmé, doit être envisagé sur plusieurs années. C'est un travail qui est difficile, qui est même dangereux parfois, qui demande beaucoup d'argent et qui a quand même tendance à rebuter les jeunes chercheurs. Donc, que faire aujourd'hui ? Comment sortir de cette impasse ? C'est ce que nous avons pensé vous présenter. Donc, plutôt qu'un bilan, nous allons parler des véritables enjeux qui s'ouvrent aujourd'hui et des perspectives. Nous allons faire donc une intervention à quatre voix. Tout d'abord, c'est Vanina Mark qui va intervenir en évoquant la question de la chronique de Giovanni Della Grosse. Ensuite, Émilie Thomas nous parlera de l'inventaire des fortifications. Gilles nous présentera un exemple très concret, parce qu'il fait encore partie de ces gens qui ont le courage de s'attaquer aux fortifications médiévales, puisqu'il est en fouille actuellement. Et j'essaierai de faire une petite conclusion en ouvrant sur un autre Moyen-Âge. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Vanina. Merci.
Merci. Alors, comme l'avait démontré Gilles, hein, Daniel a rappelé qu'il avait débuté les recherches sur les fortifications. Gilles avait démontré l'intérêt de croiser les sources écrites, les archives de Saint-Georges notamment, le texte de Giovanni Della Grosse et l'enquête de terrain. Et donc, nous, pour renouveler cette approche, dans la continuité, nous avons monté un projet en 2017, qui était le projet de l'édition numérique de Giovanni Della Grosse, pour créer en fait une plateforme de collaboration qui facilite le dialogue entre les disciplines, et notamment entre historiens et archéologues. Donc, je vais rapidement présenter ce site, qui est désormais en ligne, qui est enrichi en permanence. Hein. On est au début. Pourquoi je suis sur Orange ? Oui, donc, alors, rapidement expliquer que ce projet a été possible parce qu'il a été financé par la collectivité de Corse sur les fonds européens de développement régional. Et donc, nous avons pu encoder entièrement la chronique de Giovanni Della Grosse d'après le texte du manuscrit Béné, qui a été identifié par les spécialistes comme étant le plus proche de l'original, puisque nous n'avons pas le document original. L'intérêt de cet encodage, c'est que ça facilite les recherches. On a un moteur de recherche, on a un index des noms, et ça nous permet, nous, de venir entrecroiser le texte de Giovanni Della Grosse avec les données produites par les recherches, aussi bien en archives qu'en archéologie. Dans le contexte, avec ces financements, on a justement pu financer de nouvelles campagnes d'investigation dans les archives italiennes et hispaniques. C'est ce dont je me suis occupée et qu'a commencé à faire aussi Pierre-François Dicar, qui a fait un master à Lyon et qui va s'inscrire en thèse avec nous. Et on a pu surtout financer l'étude d'Émilie Thomas sur une centaine de sites mentionnés par Giovanni Della Grosse. Donc, grâce à ce format numérique, je vais vous montrer rapidement comment on peut passer du texte... Ça allait, non? Ah, c'était pas projeté. Mince. En fait, on l'a à l'écran, mais on l'a pas... Voilà, ça y est, on y est. Donc, on a, comme tous les noms de lieux et les noms de personnes sont encodés, on peut chercher directement le lieu qui nous intéresse. En l'occurrence, je vais m'arrêter sur 2 lieux qui vont être présentés dans la suite par mes collègues. Donc, l'Ital, qui fait l'objet en ce moment de fouilles de Gilles. Donc, voilà, en cliquant sur l'Ital, on a toutes les occurrences, donc on peut retrouver rapidement tout ce qu'a dit Giovanni Della Grosse. Et on a accès à la fois à la campagne photographique légendée qui a été menée par Émilie Thomas et une première fiche synthétique oui, pardon. La fiche est là. Et voilà, on peut télécharger. On a les informations qui seront actualisées puisque le site est en cours de fouille. Et donc ça, on l'a sur la centaine de sites qui ont été étudiés. Par ailleurs, le croisement avec les sources d'archives, je vais retaper l'Ital pour qu'il me propose le personnage d'Arrigo dall'Ital, qui est lui documenté dans la documentation de Barcelone. Et donc, vous voyez là que les archéologues, par exemple, qui s'intéressent à l'Ital, peuvent accéder à une note que j'ai ajoutée. Cette note permet de lire la transcription du premier document d'archives qui mentionne Arrigo. Mais ce qui est intéressant, ce qui fait l'intérêt du numérique, c'est les liens hypertextes. Je clique sur la référence, j'arrive sur le site des archives espagnoles. Je vous ai dit que c'était le folio 200R. Donc, je descends. Et là, j'ai mon document. Donc, par exemple, en cours, moi, pour faire de la paléographie avec les étudiants, j'ai tout le matériel nécessaire. Voilà, une deuxième note qui peut intéresser Gilles aussi,
C'est une autre lettre qu'on trouve dans les archives de la Couronne d'Aragon. Celle-là n'est pas en ligne sur le site des archives espagnoles, mais qui mentionne le réseau des châteaux d'Arrigue d'Alital en 1320. Donc j'ai replacé cette... Et puis une petite carte qu'on pourra améliorer, mais qui permet de visualiser en fait les fortifications de cette seigneurie. Je finis dans 1 minute. Je montre juste un autre exemple. C'est l'exemple de Venaco. Donc le site en fait du Palazzo d'Ugo Colonne, hein, dans la chronique, le conte mythique. Et là, vous voyez, donc on arrive là aussi sur les photos et une fiche qui va être actualisée puisque Daniel vous expliquera que ce site est actuellement en étude. Parmi dernier point, ce système d'annotation, donc il y a une collaboration scientifique avec les archéologues, tous les membres du projet, notamment nos étudiants, et par exemple Pierre-François Dicard, qui a travaillé sur les Cortings, peut venir enrichir cette base. Et vous avez vu que toutes les notes sont signées, donc ça vaut publication, et dans un système de bonne pratique, et bien normalement, tout ce que nous mettons à la disposition des autres chercheurs devra être cité et référencé, mais pour des jeunes étudiants, ça permet de valoriser très vite leurs premiers travaux. Voilà, je passe la parole à Émilie pour approfondir les données, les résultats de cette enquête archéologique. Merci. C'est le marathon, hein. Ok. Donc, à mon tour de vous présenter le travail que j'ai engagé en 2018. Il s'agissait de faire un recensement des fortifications médiévales qui étaient mentionnées par Giovanni della Grossa. Cet inventaire a été facilité à bénéficier de l'actualisation de la carte archéologique nationale qui sera ensuite présentée par Laetitia Dedon, dont une partie des sites fortifiés était déjà documentée. Il n'empêche que sur les 110 sites qui sont documentés par la chronique de Giovanni della Grossa, beaucoup n'avaient pas de réalité historique, voire de réalité archéologique. C'est-à-dire qu'on a des édifices qui sont mentionnés dans la chronique, mais dont on ne sait pas à quel site ils appartiennent sur le terrain. Et il y a l'inverse. Et à l'inverse, mais je parle plus doucement, moi. Et à l'inverse, nous avons des sites archéologiques pour lesquels nous n'avons pas de documentation écrite. Alors là, je vous présente un exemple qui est celui du Castel de Bosio, qui est documenté dans la chronique de Giovanni della Grossa. Donc, dans le cadre de l'enquête et du recensement qui a été fait, il s'agit donc d'examiner le contexte géographique dans lequel Giovanni présente ce site. Et ensuite, un travail de toponymie a été engagé. On met en parallèle ce travail avec les données archéologiques qui sont connues. Et en fait, le recoupement des données a permis de mettre en corrélation le site de Bosio avec le site dit Castello de Sant'Agostino qui avait été fouillé dans les années 90 par Laurent Casanova. Donc ce recoupement a pu être fait par d'autres sites et c'est ce qui nous permet d'avancer progressivement. Bien qu'on ait un taux d'identification assez élevé, il n'empêche qu'on a des toponymes comme Cerbero ou Pernice qui ont été identifiés, qui sont bien mentionnés dans la chronique et pourtant, pour l'heure, ils n'ont pas encore de correspondance archéologique. Alors, ce travail, au-delà d'un simple inventaire, entre guillemets, qui a permis d'appréhender tous les sites à l'échelle de la Corse, nous permet d'avoir une image du réseau fortifié à l'échelle régionale, à l'échelle du Moyen-Âge. Donc, on est aujourd'hui en mesure de pouvoir caractériser ces fortifications et de dire combien de fortifications ont une tour carrée, d'appréhender les différentes composantes de ces fortifications. Je vous ai pris l'exemple de la tour parce que c'est l'une des composantes prioritaires, majoritaires de ces fortifications. Et sur un corpus de 75 sites, nous avons donc 38 sites qui en conservent une. Bien évidemment, donc là, va prendre en compte et pris en compte l'état de conservation des sites. 4 en possèdent 2, et c'est notamment le cas de Biguglia. Et dans le détail, et là c'est intéressant parce qu'on va élargir l'approche tout simplement du recensement d'un inventaire à une approche qui peut être beaucoup plus scientifique et essayer d'appréhender la fortification sur le long terme.
Et on voit, on en déduit que nous avons parmi ce corpus 35 sites qui ont une tour quadrangulaire, 5 qui ont des tours circulaires et 2 qui ont une forme indéterminée en raison de l'état de conservation. Lorsqu'on appréhende aussi les fortifications à l'échelle de la région, ça nous permet d'appréhender les dispositifs, les organes de défense. Puisqu'en raison de l'état de conservation, si on prend juste l'échelle du nord de la Corse, on ne pourra pas comparer les sites entre eux. Si on élargit cette focale, on va pouvoir avoir d'autres exemples et essayer d'appréhender au mieux les composantes défensives. Et en l'occurrence, je vous ai pris l'exemple des meurtrières, puisque lorsqu'on examine l'amplitude d'ouverture de ces meurtrières, dans le cas de Serravalle, en fait, la meurtrière et son ouverture est trop exiguë pour qu'un arbalétrier puisse se placer. Donc en fait, c'est juste un organe de dissuasion, mais en aucun cas défensif, à l'inverse d'Avortica. Autre exemple que permet d'appréhender ce recensement des fortifications à l'échelle de la région, c'est quelles sont les composantes. Ça nous permet d'aborder l'alimentation en eau et notamment les citernes. On sait communément que la citerne occupe le rez-de-chaussée des tours, mais il y a également des bâtiments qui sont dédiés à cette fonction. Dans certains cas, on a deux citernes et dans d'autres, on n'en a qu'une. Et elles ont des profils qui sont assez variables. Elles peuvent être aménagées directement dans le substrat, encaissées, semi-enterrées comme à Istria. À Baric, elle est en élévation, et dans le cas d'Ornane, et c'est un cas qu'on retrouve également au château de Rostine, la citerne a été implantée à l'emplacement d'une résurgence d'eau, et ce qui permet son alimentation encore aujourd'hui. On élargit toujours cette approche des fortifications et on va appréhender leur maillage. L'idée est vraiment d'essayer d'élargir au mieux ces fortifications et notre connaissance de manière à cibler toutes les problématiques que l'on pourrait engager et essayer de comprendre comment elles s'organisent. Là, on est dans la région du Sartenay pour glisser tranquillement, doucement vers les propos de Gilles. Et on a deux exemples, les fortifications de Petra Torta et de Diamanti, qui sont en fait des fortifications qui sont érigées à la fin du Moyen-Âge et elles se caractérisent par le relief inexpugnable sur lequel elles sont édifiées. À l'inverse du monté du Corbe, qui est sur la photo en haut, voilà, qui est lui tout juste installé sur un petit massif collinaire assez peu défensif. Donc le cadre, initialement, c'était un recensement de ces fortifications. On dépasse cet inventaire pour essayer d'engager des problématiques qui s'inscrivent là encore dans la programmation nationale de la recherche en archéologie. On appréhende les fortifications, les lieux de pouvoir sur le temps long. On ne se focalise plus sur une seule période, mais il faut essayer d'étendre cette approche des fortifications. Avec un exemple, la carte des fortifications qui se situe sur le littoral, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup ont été démantelés suite aux révoltes antiseigneuriales du 1357-1358. En revanche, lorsqu'on examine un petit peu dans le détail, eh bien, certains sites, des sites tout à fait stratégiques, ont été réoccupés par les Génois. Mais en fait, on ne peut appréhender ces problématiques que si on a un corpus qui tend à l'exhaustivité et qui est appréhendé à l'échelle de la Corse. Et enfin, une autre problématique qui a tout son intérêt et qui va être présentée par Gilles, c'est appréhender la fortification dans son environnement. Comment fonctionne-t-elle avec les autres sites du secteur ? Comment fonctionne l'habitat dans ces régions? Et tout cela nous permet d'appréhender des dynamiques spatiales et d'appréhender les questions de délimitation de ces seigneuries et de leur territoire. Bien, je vais vous présenter donc une étude de cas, l'exemple d'une fortification seigneuriale de la Corse méridionale, le site du Castello d'Italie, selon l'IGN, et de l'Italie dans les sources écrites médiévales, se trouve donc à proximité de Sartène. Et il est dans une région, dans un secteur qui a été fortement humanisé pendant la période médiévale. Son environnement est marqué par une présence de chapelles romanes, chapelles médiévales, de prieurés, et la présence aussi de deux sites importants, le château de Baric, qui est une des forteresses majeures au XVe siècle du Stato Cinarchesi, et un gros village, une grosse agglomération tardive aussi, relativement tardive pour le Moyen-Âge, le village de l'Ortolo. Merci. Non, il y en a une avant.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, voilà, le site alors se domine à 375 mètres d'altitude un beau terroir, le terroir donc de la vallée de l'Ortolo. Il se présente comme un chaos rocheux. Pourquoi les bâtisseurs ont-ils choisi ce promontoire donc au-dessus de la vallée? Alors, il présentait quelques atouts malgré les contraintes de son aménagement, on le verra. Premier atout, il commande un vieux chemin traditionnel qui met en relation Bonifacio avec les pièves du sud-ouest de l'île. Aujourd'hui, cette piste donne l'impression d'être piste viticole, mais c'est l'emplacement de l'ancien chemin, donc qui à travers la montagne de Cagnes reliait Bonifacio donc au Stato Cinacchese. Le site, vous le voyez sur le document, est extrêmement, je sais pas s'il a, est extrêmement contraignant. Merci. Non, je sais pas si on voit la mienne. Bon, enfin vous, le pointeur, merci. Ouais. Alors on peut. Il donne d'abord l'impression d'être un véritable chaos de formes granitiques les plus diverses. On peut avoir des pointements, des barres rocheuses, mais surtout des boules de granit et des taphones qui ont posé de gros problèmes pour la mise en défense. L'ensemble serti entoure une vaste plateforme importante pour un château médiéval seigneurial. La plateforme fait environ 900 mètres carrés, elle est en légère dépression et elle est entourée, donc elle est sertie de tous ces pointements rocheux ou de ces boules de granit. Alors je vais vous présenter le plan. Merci. Alors on va essayer en l'état des recherches, voilà ce que l'on peut repérer. Donc les occupants du site ont mis l'accent et ont essayé de valoriser d'abord le secteur Est. C'est-à-dire que ce secteur-là, c'est ce secteur qui a été privilégié. Il faut dire qu'au départ, on ne repérait absolument rien. Les vestiges sont arasés ou très ténus, et la végétation est conquérante, ne permettait pas de repérer, donc ne permettait de repérer que quelques lambeaux de fortification. Donc le mur oriental, il est extrêmement important. Il fait 27 mètres de long, il a été renforcé à ses deux extrémités, et il est flanqué au sud d'un petit bâtiment qui donne l'impression vraiment qu'on est dans de la fortification en Bastionnet-Vauban, alors que ce n'est pas du tout le cas. Un petit bâtiment triangulaire, presque pentagonal, puisqu'il s'appuie sur le rocher, qui permettait de commander l'entrée du château. Il est aussi protégé, je dirais, sur un piton rocheux par une deuxième fortification plus isolée qui flanquait donc au nord cette longue muraille. Alors donc ça c'est pour le flanc est. Pour le flanc sud, on est face à un problème, c'est une barre rocheuse assez élevée, et pour l'instant on a pu repérer, on a pu découvrir simplement les assises d'une petite tour du type de celle qu'a présentée Émilie tout à l'heure, c'est-à-dire une petite tour de plan carré dont il reste des assises, quelques assises très soignées. Sinon, il est possible que les bâtisseurs aient considéré que cette paroi rocheuse abrupte pouvait servir de défense naturelle. On a aussi envisagé l'existence d'un gros massif fortifié dans la partie centrale de cet îlot donc rocheux qui domine le site au sud. Pour l'instant, on a des éléments insuffisants pour envisager autre chose qu'une petite plateforme et absolument pas un donjon. Ces tours, en effet, ne sont pas habitables. Ce sont des tours de guet et de défense. Elles ne peuvent avoir en aucune manière une fonction d'habitation. La protection du flanc ouest paraît un peu plus compliquée, mais on arrive à suivre aussi entre les boules rocheuses qui ne sont pas aménagées des fragments de murs qui permettent donc de ceinturer l'ensemble du périmètre.
Ensuite, tout un secteur de boules rocheuses qui n'a pas été, semble-t-il, fortifié. Le problème des bâtisseurs là a été tout autre. Il ne s'agissait pas de construire sur les boules rocheuses, mais dessous, pour colmater les brèches ou les entrées des tafoni. On en a, alors c'est très difficile à rendre sur le plan. Par exemple, cette structure qui est en gris pâle là, bloque l'accès à de gros tafoni qui auraient pu permettre à un éventuel assaillant de s'infiltrer sur le site. Alors, à l'intérieur, voilà. Alors, donc là, voilà je vous montre quelques photos maintenant de l'ensemble. Donc là, c'est la muraille qu'on a dégagée des lichens, des mousses, des fougères. Il n'y a pas eu de travail archéologique proprement dit. Elle n'était pas visible, mais elle est très lisible une fois qu'elle est nettoyée. C'est une partie de la muraille, la partie centrale, au pied de gros rochers. Au centre de cette muraille, on a une ouverture qu'on a interprétée non pas comme une meurtrière parce qu'elle est à la base, mais plutôt comme un drain, et on retrouve le même type d'ouverture au Castello de Corbo. Daniel pourra peut-être confirmer ou non. Alors, diapo suivante. Voilà donc les petits ouvrages, ou un des deux petits ouvrages qui flanquent la muraille, cet ouvrage triangulaire assez épais qui devait correspondre à une tour d'angle et qui a une allure assez intéressante, qui mériterait un travail bibliographique entre la Sardaigne, la Ligurie, la Corse, pour comprendre pourquoi. Je crois que ça me paraît tout à fait atypique. La voici ici sur le rocher. La muraille se trouve là. Et les petits éléments défensifs que je vous ai montrés, notamment l'élément nord, est ici. À l'arrière-plan, le Castello de Baric. Et ce gros rocher qu'on espérait avoir été aménagé de manière importante, pour l'instant, ne porte que des structures très, très modestes. Je passe... Non. Bizarre. Bon, c'est bloqué. J'ai jamais eu de chance avec l'informatique. C'est bon? Ah, parfait. Donc, en dehors de cette grande muraille et de cette tentative pour mettre en place une enceinte discontinue, et donc ces élévations, ces rochers, ces rochers donc, qui ont été équipés ici, donc la tour, qu'on pourrait dire la tour principale, même si elle est modeste. Donc, au passage, je vous montre les conditions acrobatiques de relevé, soit avec le tachéomètre, soit avec le GPS. Voilà le deuxième point fortifié en hauteur qui flanque, donc, qui permet d'avoir des vues sur la Haute-Vallée, qui permet de protéger aussi la muraille d'assez loin, d'assez haut et d'assez loin. Alors, à l'intérieur du périmètre, on a surtout travaillé sur le logis, donc on parlait d'Arrigo de Lita. Il est vraisemblable que ce seigneur qui avait des liens avec le roi d'Aragon, des princes toscans, voilà où il habitait, c'est-à-dire c'est un bâtiment très simple, pratiquement qui fait un peu moins de 40 mètres carrés, avec un accès au sud, et un foyer, et à l'arrière-plan, adossé au bâtiment, une citerne assez vaste, comme celle qu'a montrée Émilie tout à l'heure. Il y a en fait 2 citernes sur le site, la seconde est en partie haute, elle se trouve associée à un réduit défensif. Au réduit défensif, donc, que je vais présenter. Alors voilà les fouilles du logis, le mur oriental, le foyer qui commence à apparaître, la porte d'entrée, l'accès qui est là, assez soigné, avec des blocs importants, un seuil, le foyer, et la stratigraphie avec énormément d'écroulements et un travail assez fastidieux avant d'arriver au niveau archéologique proprement dit. Je n'ai pas précisé que le site est daté des XIIIe et XIVe siècles. Oui.
c'est un site en fait qui a été complètement oublié parce qu'il y a eu une erreur de transcription du travail de Giovanni Della Grosse par ses successeurs. Giovanni Della Grosse localise le site très nettement, il donne le toponyme exact, et ensuite le site est transformé en Castello d'Atala. Donc on le retrouverait jusqu'aux histoires de la Corse très récentes. On parle d'un Castello d'Atala, donc un castello qui serait du côté de Sainte-Lucie de Talano, et c'est une erreur qu'il faut corriger. J'en ai presque fini. Voilà donc les stockages de l'eau, la citerne, et la deuxième petite citerne que vous avez vue aussi dans le dossier documentaire présenté par Émilie et Vanina, qui est coincée entre une lame rocheuse et une paroi en partie haute. Alors, les enjeux se déplacent à la fin du XIVe siècle et un nouveau site s'impose à proximité de l'Itala. C'est le site du Castello de Barici, qui est l'objet de toute l'attention non seulement des seigneurs corses, mais des puissances méditerranéennes, la Banque de Saint-Georges ou de la commune de Gênes. Et c'est un tout autre dispositif qui se met en place, le Castello d'Italie tombant pratiquement dans l'oubli. Alors, on peut, en 2 mots de conclusion, c'est vrai que ces aménagements paraissent, on n'a pas tout repéré encore, il y a des choses qui restent énigmatiques. Compte tenu des moyens limités des bâtisseurs et malgré des archaïsmes, il y a des aspects quand même qui me paraissent intéressants et particulièrement soignés sur le site de l'Itale. Le site de Barici ouvre sur tout à fait autre chose, avec des élévations, des architectures, une cheminée monumentale. Donc c'est pas un tout autre monde, les conditions de vie sont rudes, mais on est déjà dans une autre conception architecturale. Merci. Daniel, je fais appel à ton art de la synthèse pour 2 minutes. Ça va. Un peu plus. Allez, ça va. Alors, vous avez remarqué que il y a tout un pan du Moyen-Âge qui n'a pas été évoqué. C'est le premier Moyen-Âge, donc les siècles du 6e au 11e siècle, parce qu'aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout. Donc en guise de conclusion, je voudrais simplement en 2 mots évoquer une ouverture sur cette période extrêmement mal connue, qui est documentée uniquement par la chronique de Giovanni Della Grosse, et notamment au travers du récit de la reconquête de la Corse à l'époque carolingienne par ce fameux comte Ugo Colonna. Alors on a jusqu'ici soit rejeté en bloc, soit accepté sans véritable critique la chronique de Giovanni Della Grosse, et il nous a semblé, avec Émilie et Vanina, qu'il fallait porter un œil nouveau sur cette chronique, et surtout essayer de la valider ou l'invalider par l'archéologie, donc la mettre à l'épreuve de l'archéologie. Et donc notre idée a été de nous pencher sur un site emblématique qui est la fortification érigée par Ugo Colonna sur le site de Poggio del Palazzo, à côté de Corte, qui deviendra par la suite donc sa résidence, la résidence comtale carolingienne d'abord, jusqu'en l'an 1000 environ, et donc qui se trouve à 3 km d'ici, sur le site de Saint-Jean, San Giovanni, qui est ici, dont Vanina nous a montré quelques photos en introduction, et dont les fouilles ont commencé il y a 2 jours, mercredi dernier. Donc bien évidemment, nous n'avons pas grand-chose à vous montrer puisque nous ne faisons que démarrer. Pourquoi il bloque comme ça ? Voilà. Alors c'est un site assez vaste qui fait environ 3,5 hectares et qui se compose de différents éléments. Donc il se trouve ici dans la plaine du Tavignano, avec en premier lieu l'église San Giovanni, qui est une piève, la piève de Venaco, qui est bien connue, donc inutile de montrer de nouvelles images, avec son baptistère juste à côté, une 3e église qui est ici, qui a été identifiée il n'y a pas très longtemps, qui est très certainement une église médiévale, et cette colline sur laquelle se trouve toute une série de constructions énigmatiques qui sont encore
pas datés ou très mal datés, dont une construction conservée en élévation qui est identifiée ou connue localement par le toponyme Palazzo. Donc traditionnellement, c'est le Palazzo d'Ugo Colonna. Donc les premières fouilles, les premiers sondages qui ont été réalisés ont été implantés au sommet de cette colline. Et là, bon, étant donné que nous sommes sur la partie sommitale, ça a été lessivé par les ruissellements, donc la stratigraphie est extrêmement mal conservée, en tout cas pour le moment, mais il y a quand même des structures assez monumentales qui apparaissent, notamment ce gros mur, qui pour l'instant est daté de l'Antiquité, sans plus, mais qui appartient visiblement à une construction d'une certaine ampleur, sinon d'une ampleur certaine. C'est une belle maçonnerie montée à la chaux avec des enduits sur toutes les faces et une porte qui est ici, qui a été murée dans un second temps, qui fait près de 3 mètres de largeur et donc qui appartient certainement à un bâtiment relativement cossu. D'autre part, le second sondage, qui a été implanté un petit peu plus haut, a livré un niveau de sol que nous sommes en train d'étudier, qui n'est pas daté, qui contient de la céramique résiduelle de l'Antiquité et de la céramique modelée et de la céramique qu'on ne connaît pas, non datée. Je n'ai pas dit qu'elle était du Haut Moyen-Âge, mais ça laisse quand même une certaine ouverture et on peut rester optimiste sur les résultats qui viendront dans les prochains jours. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci à tous pour ce brillant exposé qui démontre à la fois toute la richesse à tirer de la collaboration sources, archéologie, ressources numériques, et puis aussi qui laisse quand même de belles perspectives de recherche pour les années à venir, puisque tout cela est issu de recherches précédentes, mais il faut aussi que la recherche se perpétue. Donc on a des étudiants très bien et on a des programmes de recherche donc d'autant plus positifs. Je cède la parole à la salle si vous avez des questions. Bonjour à tous, Jean-Claude Orliane. Je me suis trouvé confronté à un problème de réservoir que vous avez évoqué, chère madame, tout à l'heure, de réservoir, le mot m'échappe, j'allais presque dire de piscine, comment dirais-je, aidez-moi, une citerne, voilà, pardonnez-moi. Et donc j'étais en train de restaurer un bout de mur très ancien. J'évoquerai peut-être cette aventure de restauration tout à l'heure. Et donc, je vois, lorsque je creuse, j'enlève des pierres et je vois un trou qui descend très profondément jusqu'au rocher, sur lequel, les rochers, c'était la fondation, c'est la Carquette au Castaniche. Et c'est un peu comme si on avait enfoncé un tuyau et qu'on avait moulé tout le tour, si en considérant que le mur fut en argile. En fait, c'était des pierres médiévales, d'ailleurs. Et à quoi aboutit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une citerne? Et la question que je me pose et que je vous pose, peut-être m'éclairez-vous, comment, si c'était une citerne, comment était-il possible que l'on puisse puiser l'eau? Je ne pense pas qu'il y a 700 ans, 600 ou 700 ans, on ait pu introduire une canule, un tuyau quelconque en plastique. Alors voilà, c'est la question que je me permets de vous poser. N'ayant pas vu, désolé, mais n'ayant pas vu la structure, c'est que c'est difficile de pouvoir vous donner des informations sur sa nature exacte. Il s'agit d'un ensemble vraisemblablement médiéval que j'ai restauré. Et je travaille avec une vieille maîtresse dont ma femme n'est pas jalouse, qui doit avoir 600 ou 700 ans, une certaine comtesse Théo. Et c'est un endroit... Alors, il y a plusieurs bâtiments qui se sont construits depuis des temps immémoriaux,
Et cette partie-là, par le fait que les pierres ne sont pas scellées par un mortier dont on a perdu l'origine de la nature, c'est une espèce d'argile rouge. Donc j'enlevais facilement les pierres. Et donc j'ai trouvé ce trou à ce moment-là qui donc communique je ne sais où. En fait, il s'agit d'un ensemble de maisons de tours que j'ai réussi à sauver. Oui, je mène une aventure, je suis une espèce d'aventurier un peu fou, paraît-il, une sorte de Don Quichotte qui triomphe quelquefois des moulins à vent. J'étais tombé amoureux, lorsque j'avais 8 ans, d'un ensemble de ruines dentelées dantesques, et qui appartenait d'abord à un ancêtre à moi, un certain Bruschi, une signora Bruschi, puis à une comtesse telle, bien avant, dont on a perdu l'origine. Et il y a eu cette tour que j'ai réussi à sauver il y a quelques années. Une autre tour qui, d'après un architecte des sites, il y a très longtemps, il y a quelques temps, m'avait dit qu'elle appartenait à la période pisane. Et c'est à côté de cette tour, qui, elle, est constituée de pierres reliées par un mortier extrêmement dur, il y avait cet ensemble qui est assez ancien, mais reconstitué avec des pierres d'argile. C'est à peu près les seuls éléments que je peux vous donner. Je me permets de vous interrompre. Il faut faire tourner le micro et les questions. Donc, comme ça, vous pourrez reprendre la conversation avec les spécialistes sur ce site. Prometteur. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si vous savez comment est captée l'eau, justement, et comment elle est amenée autour, en particulier donc, sur le cas de le site. L'eau est un sujet d'actualité. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas avec les exemples que l'on a, enfin, très peu d'exemples, mais par exemple, à Serraval, on a des élévations qui sont suffisamment bien conservées et qui nous permettent donc de comprendre les dispositifs d'alimentation des citernes. Et en fait, vous avez des canalisations qui sont aménagées dans les parois des murs, dans l'épaisseur des maçonneries, et qui alimentent directement la citerne. Donc, on peut avoir un système d'un toit terrasse, à partir duquel une canalisation, un caniveau va être placé et va permettre ensuite d'alimenter la citerne en eau. Et un cap des eaux pluviales. Oui, c'est une récupération des eaux pluviales. Oui, comme oui, à l'exception d'Ornano et d'Istria, de Rostino, pardon. Oui, c'est de l'eau qui vient de... Oui. Et en capacité... alors, comment je vais tourner ça? Est-ce que vous savez si les citernes, donc la citerne, en capacité, combien elle peut... Alors, je n'ai pas donner d'eau. La capacité en mètres cubes, je ne l'ai pas de tête. On est autour d'une vingtaine de mètres cubes. Et fournir d'eau à combien de personnes? Vas-y, oui, avec ton La question qu'on peut se poser, c'est la capacité des citernes par rapport à l'importance de ces fortifications. Oui, écoutez, ces citernes font... celle de Baric, de mémoire, doit faire 5 mètres de long sur 2,50 mètres ou 3 mètres de large, 2,50 mètres de large, et une hauteur d'environ 2 mètres. Ça fait des capacités importantes quand même. La question, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la récupération des eaux pluviales et sans doute aussi l'utilisation pour la cuisson, pour boire des sources. Ce n'est pas sûr que cette eau des citernes soit destinée à l'alimentation et la boisson. Une dernière question. Oui, juste heureux d'apprendre le début des fouilles sur le site de Poggio del Venaco. Juste une question par rapport à ce site. Il y avait eu des fouilles précédentes faites par Moracchini Masel.
bon, avec certaines interprétations pour savoir si on pouvait toujours les considérer comme adéquates. Et après, une question plus sur certains sites, des sites vraiment très difficilement accessibles, type Samuladia. Comment, je ne sais pas comment on peut expliquer cette recherche de fortification dans ces endroits-là. Alors pour Poggio del Palazzo, il n'y a pas eu que les fouilles de Geneviève Marachini-Mazel, il y a eu celle de Philippe Argola aussi en 1981, et puis il y a eu un diagnostic archéologique qui a été mené par l'INRAP en 2022, si je me souviens bien. Donc on commence à avoir pas mal de documentation, et forcément chaque nouvelle opération remet en question les données qui ont été collectées antérieurement. Pour la deuxième question, je ne sais pas qui c'est qui peut répondre. Tu connais Samuladia? Tu y es allé? Oui, excusez-moi, je n'avais pas entendu. Donc la question, c'est comment on explique cette occupation? Oui, sur ce type de site. Vous avez raison. Pour moi, Samula, c'est un des sites les plus mystérieux, les plus étranges d'une enquête archéologique. Enfin, ils ont implanté une tour qui n'est accessible qu'avec avec des cordes, avec du matériel d'escalade. Oui. Alors, il est vraisemblable que c'était un refuge où on sait qu'on y avait enfermé des prisonniers de marque contre rançon. Et l'un d'eux, après leur libération, l'un d'eux n'a pas survécu d'ailleurs à cette exposition aux intempéries des fourches de Bavay. Oui, c'est très curieux. Sur les moyens d'accès, vous pensez les avoir identifiés sur les... Ça devait être aussi sur une voie de passage. Aujourd'hui, on a la route actuelle qui mène au col de Bavay, mais à l'époque, le chemin d'accès au col devait être un peu plus, devait s'infléchir vers ces parois rocheuses. Oui. Je ne sais pas beaucoup plus sur ça. Bon, merci beaucoup. Bien. Merci à tous pour cette première intervention. Donc nous continuons avec la deuxième intervention. Donc Émilie Thomas est toujours sur la brèche, avec Laetitia Dedon, sur le patrimoine fortifié médiéval de la Corse à la lumière de la carte archéologique. Et pour passer les diapos, on peut faire que la flèche. Baisser un peu pour les gens petits. Bonjour à toutes et à tous. Besoin technique, besoin d'aide, s'il vous plaît. Ah, ça démarre pas en plein écran? Fermé. Ah oui, ça demande. Voilà. Sinon, on avait la version en PDF aussi. Oui, je l'ai là, sinon. Bon. Alors, entre-temps, sur la communication précédente, je note que ce qui est intéressant, l'exemple de l'Ital est très intéressant parce que, comme on le disait avec Gilles tout à l'heure, le château de l'Ital était un château qui était complètement inconnu quand il a commencé ses fouilles. Et la conjonction justement du travail sur les sources archivistiques, sur la chronique, donc sur des sources en particulier le fonds catalan, a permis vraiment de redonner une importance qui était complètement inattendue par rapport au site. Parce que même quand on est sur l'Ital, vous l'avez fréquenté, je vois Doumé Martinetti à côté, je crois qu'il est allé donner quelques coups de roustadia là-bas aussi.
c'est un site très contraint et on a révélé, en fait, les recherches actuelles ont révélé toute l'importance de ce site et le paradoxe qu'il peut y avoir entre la modestie apparente du site et l'importance politique des seigneurs qui y vivaient, qui eux étaient en lien avec la couronne d'Aragon, avec effectivement les princes toscans. C'est bon. C'est reparti? Nous sommes prêts, voilà. Alors c'est parti. Je vous cède la parole. Donc, comme vous avez pu le voir, comme tel que ça a été mentionné, dans le cadre de la programmation nationale de la recherche archéologique portée par le ministère de la Culture, la thématique des fortifications médiévales et modernes s'inscrit au cœur de la politique scientifique et patrimoniale du ministère et par conséquent de la DREC de Corse, avec un développement soutenu de la recherche archéologique programmée et préventive pour ces périodes depuis une vingtaine d'années. Donc on voulait vous offrir une sorte de mise en perspective, un regard particulier sur les enjeux d'études, de conservation et de valorisation des sites fortifiés à la lumière de cet outil de gestion scientifique et de recherche qu'est la carte archéologique nationale. Donc c'est un dispositif d'inventaire, puisqu'on peut protéger que ce que l'on connaît, d'un inventaire géoréférencé qui est réglementé par le Code du patrimoine, qui est sous la gestion des services régionaux de l'archéologie, qui constitue un outil analytique d'évaluation du potentiel archéologique et une base de réflexion pour justement orienter les politiques de prescription, la stratégie de développement de la recherche en fonction de des vides, des zones et des secteurs prioritaires qu'il va falloir documenter et protéger. Donc on a différents niveaux de lecture aussi de cette carte et de diffusion avec à la fois voilà, un document qui est à l'attention des services d'aménagement du territoire pour pouvoir justement informer les zones qui risquent d'être aménagées, mais également un outil qui est à destination des chercheurs et du public. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est une base de données qui est croisée à un système d'information géographique, donc la base de données nationale Patriarche, qui recense différentes entités archéologiques, EA, EOA, les opérations, qui pourront ensuite être visualisées dans l'outil SIG, ici à l'échelle de la Corse. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est un outil qui va être constamment actualisé. Donc au fil des opérations, des déclarations de sites, c'est pour ça qu'il est important que l'on ait connaissance des nouvelles découvertes qui vont être faites. On va avoir une alimentation en continu de cet outil qui va nous permettre d'actualiser les connaissances, d'avoir les nouvelles informations avec à la fois les données de l'archéologie programmée, les prospections, sondages, fouilles, les études thématiques et de l'archéologie préventive qui, au fil des rapports, des fiches de site, des déclarations de découverte, vont nous permettre d'enrichir cet inventaire fondamental géoréférencé. Donc, pour alimenter les données, on va avoir toute la documentation qui va être produite. On en a eu un exemple tout à l'heure à travers la chronique et la base de données qui a été faite sur la Corse médiévale, à travers la recherche documentaire, on va pouvoir enrichir cet outil. Après, tout ce qui relève des cartes anciennes, on va pouvoir géoréférencer les plans anciens qui vont nous indiquer des sites fortifiés et tous les rapports de fouilles et fiches qui vont être constitués et pour lesquels voilà, nous avons par exemple intégré le passif autour de missions spécifiques qui ont porté sur les sites fortifiés sous justement la coordination du SRA avec Émilie Thomas qui a pu reprendre l'ensemble de ces données. Donc voilà, c'est un outil qui comporte, qui nous permet une vision transversale large, chronologique et fonctionnelle
et qui nous donne un état des lieux du potentiel patrimonial et de toutes les entités archéologiques à l'échelle de la Corse. Et là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça nous dit pour les sites fortifiés, qu'est-ce que cette carte nous apprend, sachant qu'il y a des limites et des biais de l'outil, par exemple en termes de terminologie, d'identification, d'interprétation des sites, il y a forcément des limites avec des caractérisations qui peuvent être floues, ou un thésaurus qui a besoin de compléter, que l'on complète régulièrement. Donc, pour ce qui est des sites fortifiés, on a enregistré actuellement 628 entités archéologiques qui sont recensées, avec 3 grandes principales catégories de fortification. Donc en gros, on a 25 fonctionnalités différentes qui ont été indiquées, et on les a regroupées ça en grandes catégories, donc entre les architectures individuelles, donc les tours, les habitations fortifiées, les fermes notamment, les architectures, les enceintes polygonales, l'architecture seigneuriale, et ensuite, par exemple, les enceintes urbaines, ou justement les ouvrages avancés, les postes de guet et tours littorales. Donc toutes ces grandes catégories, une fois identifiées, donc voilà, on a dans ce thésaurus, on va avoir un ensemble de dénominations. Et derrière ça, on va essayer on les a regroupés par grandes catégories, donc avec identifié de A à H, pour ensuite les redistribuer spatialement. Donc là, vous avez ces 3 grandes catégories. Donc pour un total, pour la période médiévale, on a 224 sites fortifiés ou possiblement médiévaux. Là aussi, c'est un état des connaissances. Donc, qui correspond à un état des lieux du recensement, qui va être au fur et à mesure enrichi là aussi par les nouvelles découvertes, avec cette typologie d'architecture et des différentes catégories dont on a la distribution spatiale, avec ensuite les contraintes topographiques dont on voit qui transparaissent dans la distribution des sites. Donc ensuite, on a des sites qui sont à cheval sur les périodes médiévales et modernes, donc avec 62 sites recensés toujours dans ces 3 catégories, architecture individuelle, militaire et seigneuriale, avec là aussi une distribution spatiale où on voit des concentrations sur la Haute-Corse, et notamment sur le Cap Corse et le littoral. Pour la période moderne, puisque cet inventaire se veut transversal, on a aussi 305 sites fortifiés pour la période moderne, donc qui correspond aux fortifications urbaines, par exemple, des différentes villes, et aux résidences castrales ou aux résidences aristocratiques qui se sont pérennisées ou qui ont été nouvellement créées à cette période. Donc, l'un des enjeux de la carte archéologique, c'est un outil qui va orienter la politique de prescription. Donc, ça va nous donner des billes en fonction de l'état des connaissances dont nous disposons, de dire mais qu'est-ce qu'on va aller... ce n'est pas uniquement des points sur la carte qui vont confirmer des sites, c'est justement l'enjeu de cet outil, c'est d'aller chercher les vides, les blancs de la carte archéologique pour justement documenter des nouveaux sites et qui vont nous permettre ensuite, lorsqu'on a les dossiers d'aménagement, de pouvoir identifier des secteurs qui seraient stratégiques à investir pour développer les opérations préventives et programmées. Donc l'idée dans la continuité, c'est de renforcer les recherches sur ces périodes médiévales et modernes, et particulièrement de documenter les vides, donc à l'intérieur des terres, au centre de la Corse, et aussi la répartition chronologique. Donc l'idée, ça sera d'avoir une vision plus claire aussi par siècle, de voir la distribution spatiale, de voir la chronologie, et de là, en fonction des hiatus qui existent, on pourra essayer de renforcer les efforts qui vont être faits sur ces zones blanches. Et comme le disait Daniel tout à l'heure, on a un manque actuellement de données, d'informations sur les fortifications du Haut Moyen-Âge. Il semblerait qu'il y ait des données
aussi stratigraphique, paléo-environnemental, qui montre qu'il y a une occupation, une anthropisation de certains secteurs durant cette période. Et après, on essaie de raccrocher les sites et ensuite de répondre aussi à des problématiques plus générales, donc dans les orientations de la politique de prescription. Et ça a été bien mis en valeur tout à l'heure, c'est qu'on va aussi essayer de réfléchir à l'articulation des fortifications par rapport à leur environnement et de développer une étude à l'échelle du terroir. Donc on va voir les formes de l'habitat. Est-ce que justement ces fortifications ont joué le rôle de pôle structurant, ou est-ce que justement on a un habitat dispersé qui s'est à un moment dissocié de l'implantation de ces fortifications ou qui est antérieure, et ensuite de voir par rapport à des problématiques purement topographiques de sites de hauteur ou de réflexion à l'échelle de la vallée fluviale ou de paramètres hydrologiques, comment la distribution spatiale de ces fortifications a été orientée. Donc l'idée, c'est de décloisonner, de pouvoir étendre au niveau chronologique, au niveau spatial et au niveau des problématiques, avec une politique soutenue du service régional de l'archéologie dans ce sens. Donc, pour soutenir ce développement des recherches archéologiques, on a à la fois un développement de l'archéologie préventive, notamment depuis la loi de 2001, et des recherches programmées. Donc là, en rouge, vous avez les sites investis par l'archéologie préventive ces 20 dernières années, et en bleu, ceux vus en recherche programmée, donc avec un total de 41 diagnostics archéologiques, 18 fouilles, 6 opérations de sauvegarde, une trentaine de sondages et 32 fouilles programmées. Ce qui nous fait là aussi un bilan provisoire pour montrer le dynamisme et le développement en cours de ces recherches, qui sont étroitement articulées aux politiques, aux projets d'aménagement ou de projets de restauration et de valorisation de monuments. Et en ce sens, c'est étroitement avec la collectivité de Corse et les autres aménageurs et communes que sont conduites ces opérations. Donc on a des opérations qui ont été réalisées avant 2001, avec dans les années 70, 80, 90, des premières opérations sur des bastions, dans des anciens tournées à cheval, surtout sur les périodes médiévales et modernes, les citadelles, forts et autres, avant d'avoir un développement des opérations préventives après 2001, donc avec des opérations conduites par la FAN et ensuite l'INRAP dans le cadre de diagnostic. Vous pouvez voir un petit peu les aménagements qui vont donner lieu à ces opérations, donc permis de construire, autorisation de travaux, restauration, etc. Et ce qui souligne aussi la collaboration étroite, le travail commun entre architectes et archéologues, parce que la thématique de cette journée sont les architectures fortifiées. Mais dans le cadre de restauration architecturale, on va avoir un apport de l'archéologie du bâti dans les choix de restauration, dans les choses qui vont être mises en valeur, et c'est là où l'apport de données va être intéressant. Donc voilà, vous voyez, ces dernières années, on a une augmentation très forte, notamment sur les tours littorales, avec des demandes anticipées de diagnostic, par exemple, qui ont été faites sur les tours littorales avec le conservatoire notamment. Et ça nous permet aussi, dans le cadre de ces travaux d'aménagement, de réfléchir à l'échelle d'une conservation intégrée des sites, c'est-à-dire que les projets d'aménagement et de mise en valeur portés par le conservatoire, par la collectivité, va nous permettre à la fois d'intégrer les dimensions scientifiques, mais également de prendre en compte dès l'étude les enjeux patrimoniaux et de valorisation des sites. Donc voilà, vous avez une évolution du nombre d'opérations archéologiques ces dernières années, avec une augmentation des opérations depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et cette année, on a des opérations importantes qui ont eu lieu. Donc, il y a une étude sur la citadelle d'Ajaccio, qui est en cours, donc avec un relevé de bâti et des sondages dans le cadre de la restauration et réaménagement de la citadelle. Et tout récemment, un impressionnant diagnostic archéologique qui a été conduit par Astrid User à la suite d'une prescription du SRA sur une tour
à Bonifacio, dont on peut voir voilà, l'importance des élévations qui sont toutefois fragilisées et qui nécessitent des travaux de restauration et par conséquent une étude préalable de l'ensemble de la structure par les archéologues. Donc cette politique de recherche, elle se traduit également par un soutien à l'archéologie programmée. Donc on a vu une évolution des prescriptions, une diversification des sites. Et l'idée, c'est de réfléchir là où on ne peut pas avoir, à travers des dossiers d'aménagement, là où on ne peut pas faire d'archéologie préventive, comment on va compléter, articuler le préventif et le programmé en investissant des secteurs plus particuliers qu'on n'aurait pas à travers dans le préventif, en encourageant des opérations, des chantiers pluriannuels, des chantiers écoles. L'idée et la vocation voilà, du ministère et de la DRAC de Corse, c'est de pouvoir encourager des fouilles sur plusieurs années, comme là on l'a vu avec le site actuellement en fouille de Corté ou le site de l'Itala, où l'idée c'est de pouvoir avoir de documenter ces sites. Ce sont souvent des travaux de longue haleine avec plusieurs années d'opération et derrière de pouvoir appuyer, accompagner les publications et la mise en valeur de ces recherches tout en formant la nouvelle génération dans le cadre de ces chantiers. Et ça, c'est une des missions extrêmement importantes pour pouvoir derrière avoir de nouveaux regards, utiliser les nouveaux outils aussi numériques dans le cadre de ces nouvelles recherches et surtout avoir de nouvelles problématiques et qu'on peut voir à travers des études de cas qu'Émilie va pouvoir nous présenter. Donc, dans la continuité de ce que Laetitia a présenté, donc on a des sites aussi qui seront peu investis par l'archéologie préventive. Ces sites, ils bénéficient d'une protection au titre des monuments historiques. Je vous ai présenté, indiqué les dates. Ce sont des dates pour certains qui commencent à être un petit peu anciennes. L'intérêt, c'est que ces sites, eh bien, il faut aussi veiller à leur conservation. Il faut veiller à leur étude. Et ce travail, cette surveillance menée par le SRA, eh bien, permet aux archéologues aussi d'investir ces sites et de réaliser des opérations d'archéologie du bâti, dont une opération a été menée en 2016, dont une opération a été menée en 2016 avec justement Danielis Ria, puisque les sites de San Colombano, de Motti et Serraval, et donc vous avez les photos en haut, c'est celui de San Colombano, ce sont les monuments de l'archéologie castrale de Corse, et pourtant, jusqu'en 2016, aucune étude du bâti n'avait été entreprise, aucun relevé topographique n'a été réalisé, et au vu des évolutions numériques, aucun relevé photogrammétrique non plus n'avait été entrepris. Ce travail devait être réalisé. Et donc, les missions propres à l'archéologie médiévale, c'est réalisation d'un plan topographique, étude des élévations et enregistrement de toutes les données, de manière aussi à suivre l'évolution du site, parce que si à l'instant T, on enregistrait le site à l'instant T en 2016, aujourd'hui, on peut constater son évolution. Alors malheureusement, l'évolution est toujours négative, ça sera une dégradation de l'édifice. Donc on a un enregistrement des élévations à l'instant de 2016 et on pourra toujours essayer de voir quel est l'état de dégradation. Et après, on a l'armée, et là c'est au-delà de mes compétences, mais on a l'armée, les services compétents et les propriétaires aussi. Ce travail nous permet, c'est là où je rentre et ça m'intéresse parfaitement, c'est de mêler cette action d'étude des sites et d'intégrer cette connaissance, parce que les sites ne sont pas tout simplement inscrits dans la carte archéologique nationale, ils s'inscrivent dans un corpus de sites médiévaux, comme je vous l'ai dit précédemment, et à la lumière des éléments que l'on a, par exemple pour le Castello de San Colombano, on arrive à identifier plusieurs phases d'évolution de ces fortifications. Et ce site sert de modèle à l'évolution des fortifications et on peut comparer le site de San Colombano à celui de Serraval. Et c'est en ça où ces missions sont importantes puisqu'on va enregistrer les élévations qui sont très bien conservées à ce jour et ces sites servent de modèle, servent de référence pour essayer de comprendre d'autres processus de l'île.
Donc, à ce travail, on va bien évidemment réaliser une étude du bâti. Je ne vais pas rentrer dans les détails propres à la technique de ce bâti, mais juste pour revenir sur un point que j'ai évoqué tout à l'heure, les meurtrières de Serravalle, eh bien, la réalisation d'un relevé photogrammétrique nous permet justement d'examiner l'amplitude d'ouverture de ces ouvertures et d'en apprécier la fonction. Donc, c'est tout ce travail mis bout à bout, conjointement avec les différents partenaires, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision quasiment, alors pas exhaustive, mais d'avoir une vision assez satisfaisante de l'état de l'archéologie médiévale, des pistes de recherche, et elles ont été évoquées précédemment, que nous devons désormais développer pour la suite de notre connaissance du phénomène castral. Ce travail qui a été mené sur les sites de San Colombano, Rogliano et Serravalle a été entrepris un peu sous la même forme l'année dernière pour le Palazzo, le fameux Palazzo de Coasina, que vous connaissez certainement, qui est en contrebas de Ventisère et au-dessus de la base aérienne. Ce site, on le connaît puisqu'il serait occupé, il est toujours mentionné dans la fameuse chronique de Giovanni Della Grossa. Donc vous voyez, on a une interaction entre les différents projets qui sont menés. Ce site il est mentionné, il serait fondé dès le IXe siècle. Nous avons réalisé une étude du bâti, donc avec relevé photogrammétrique, quelques sondages, dont l'objectif est de mettre en évidence le potentiel archéologique du site et surtout d'accompagner la mairie qui est propriétaire de cet édifice et de l'accompagner dans une démarche de conservation et de valorisation. Et ces étapes ne peuvent se faire sans avoir réalisé en amont une étude archéologique. Donc juste pour vous montrer que le palazzo, lui, c'est un édifice de l'époque moderne, mais de la partie médiévale ne subsiste que ce petit mur que vous avez. Et les sondages ont permis déjà de mettre en évidence des résultats assez satisfaisants et qui viennent corroborer non pas une occupation au IXe siècle, mais pour le moment, ils assurent une occupation dès le XIIIe, XIVe siècle. Pour protéger et conserver ce patrimoine fortifié, il y a un ensemble d'outils au-delà du recensement patrimonial qui est le zonage archéologique, ou qu'on appelle les ZPPA, zones de présomption de patrimoine archéologique. Et actuellement, un de ces zonages porte sur la citadelle d'Ajaccio, dont on connaît les différents états d'un site fortifié primitif qui a ensuite été bastionné et étendu sur ce secteur d'Ajaccio. Et c'est un outil qu'on va articuler de manière complémentaire aux zones de protection des monuments historiques. Mais ce n'est pas en soi un outil de protection, c'est un filet qui va nous permettre, en cas d'aménagement du territoire, d'avoir des dossiers, de pouvoir faire de l'archéologie préventive ou de modifier les projets d'aménagement en concertation avec les porteurs de projets, les aménageurs, pour pouvoir concilier la protection de ce patrimoine avec l'aménagement ou la réhabilitation de ces édifices, comme c'est le cas ici sur la citadelle d'Ajaccio. Donc, pour aussi faire un état des lieux de la politique de protection, donc on a actuellement un ensemble de 63 sites qui font l'objet d'une protection au titre de monuments historiques, avec, comme vous le voyez, une proportion encore assez timide de sites médiévaux à proprement dit inscrits ou classés, et les efforts sont portés principalement sur la période moderne, et l'idée c'est de pouvoir étendre ces dispositifs de protection et ensuite de les articuler avec de la documentation, de la recherche, d'enrichir la connaissance, et ensuite surtout d'avoir des mesures conservatoires, d'enregistrement, par exemple des relevés photogrammétriques qui vont servir à l'étude, à la valorisation, mais ça donne également un état des lieux, un instant T qui va permettre de conserver les sites. On parlait du château des Barigi tout à l'heure. En cas de dégradation des vestiges, des élévations, on va avoir une sauvegarde à un instant T à travers ces relevés des vestiges dans le cadre ensuite de leur restauration. Et ça, c'était extrêmement important pour pouvoir savoir quel était l'état du site à un moment donné. Donc pour
pour pouvoir mener à bien cette politique de préservation et de conservation, là aussi en articulation avec la collectivité et les différents acteurs, ce seront justement de s'inspirer aussi de ce qui se fait dans d'autres régions en termes de politique de protection, de restauration. Et là, je laisse peut-être Émilie nous faire un retour d'expérience sur des études de cas régionales en dehors de la Corse qui pourraient nous inspirer sur le territoire insulaire. Puisque se pose toujours la question de la conservation et bien évidemment après entre en jeu la question financière, vous avez un exemple, le site de Roquemartine. Nous sommes dans le 13, au nord de Salon de Provence. C'est un site qui est documenté dès le XIe siècle et qui a une occupation jusqu'au XVe siècle. Il appartient à un propriétaire privé. Et quand il a l'obligation d'assurer la conservation du site, puisque c'est un site qui est très menaçant, nous avons des élévations qui atteignent près de 15 mètres d'élévation et que c'est un site qui est très visité, se pose la question et le problème de la sécurisation et de l'accessibilité au site. Parce que si on ferme les sites, on contourne toujours, on va passer sous la barrière, on va enjamber la barrière parce qu'on ne veut pas que le site soit fermé, mais le rendre accessible, c'est aussi assurer la sécurité des visiteurs. Donc dans ce cadre-là, par le biais de l'archéologie préventive. Donc, c'est une mission qui a commencé en 2021 avec une session étude du bâti durant 2 mois pour l'ensemble castral et son église. La difficulté d'un point de vue de l'archéologie préventive, c'est que c'est une opération qui s'égrène dans le temps, puisque à la suite de l'étude du bâti, donc étude qui a été réalisée préalablement à toute intervention sur les maçonneries, donc relevé photogrammétrique et étude du bâti dans les règles de l'art, donc ont été engagés les travaux de restauration. À l'occasion de ces travaux de restauration, eh bien, vous avez des structures qui peuvent être échafaudées. Ça nous permet d'accéder aux élévations supérieures qu'on ne peut pas toujours voir et d'assurer aussi un suivi des travaux, puisque l'objectif, c'est de stabiliser, de conserver, de cristalliser, c'est le mot que les architectes apprécient. Il faut cristalliser les élévations, mais la difficulté, c'est qu'il faut aussi conserver la structure dans son état primitif et ne pas défigurer, déformer ou constituer une réalité qui n'a pas lieu d'être. Donc, pour information, c'est un projet, vous le voyez, qui a été financé à hauteur de 400 000 € par la Fondation du patrimoine. Il y a eu une aide, le site n'est pas du tout protégé au titre des monuments historiques. Il y a eu une aide de la part des monuments historiques, je crois qu'on est à près de 200 000 €. Il y a eu une aide du Fonds national de l'archéologie préventive. Donc les moyens sont là. C'est sûr que c'est difficile, mais ça prend du temps, parce que le projet a commencé en 2021. Mais en tant qu'archéologue, là, ce site et pour nous, mais c'est un terrain de jeu parce qu'on arrive à comprendre toute l'organisation à la fois verticale et horizontale de ces édifices. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Voilà, ces études, ça nous aide aussi à réfléchir dans les choix de restauration ou par exemple de proposition. On a le cas sur la tour de Caldane, de projet de reconstruction des élévations. Est-ce que c'est dans le cadre des réflexions globales, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de reconstruire complètement, de restaurer ce qu'on le fait par le biais des technologies numériques, en faisant est-ce que, voilà, quels sont dans les choix de restauration, de reconstruction, de mise en valeur, c'est comment, voilà, là aussi l'archéologie va permettre d'orienter, de conseiller et d'accompagner les choix de restauration qui sont faits et d'accompagner notamment les propriétaires. Donc l'un des autres enjeux, c'est d'encourager la politique de publication et les synthèses régionales, dans la mesure où on a plus de 20 ans, même 30 ans plutôt, de collecte de données, de rapports d'opération, d'articles, de fiches de sites. Et l'idée est d'encourager les synthèses régionales, l'élaboration d'une monographie qui va à la fois croiser l'archéologie préventive et programmée, puisque voilà, en parallèle, on va avoir les activités de la recherche universitaire, de l'INRAP, des différentes programmes qui ont été faites, et c'est d'arriver à croiser, à fédérer les équipes, à croiser les recherches et mutualiser les compétences pour arriver à regrouper après par catégorie. On a vu la typologie ou les problématiques, d'arriver vraiment à synthétiser ces informations, et dans les rapports, voilà, ce qui est un peu, c'est que ces rapports ne sont pas
des publications en tant que telles, et c'est de valoriser tout le travail qui a été fait pour étudier, conserver, valoriser ces sites et promouvoir les résultats de cette recherche. Et voilà, par exemple, on peut s'inspirer, on a plusieurs projets collectifs de recherche, on est presque terminé sur les places fortes, et notamment, nous étions à l'époque partie prenante de ce projet, un PCR sur les places fortes qui avait lieu dans les Hauts-de-France, où là c'est un ensemble, c'est un carnet de recherche collaboratif, où l'idée c'est d'avoir une contribution à la fois des professionnels, des bénévoles, du préventif, du programmé, sur tout l'ensemble des fortifications, avec des thématiques qui sont identifiées et qui pourraient inspirer là aussi la Corse pour effectuer ce genre de synthèse. Et voilà, avant de vous remercier, j'en profite pour saluer les équipes voilà, de l'INRAP, des autres opérateurs et acteurs investis dans la recherche archéologique régionale, et notamment sur ces sites, et pour voilà, montrer que nous sommes présents, qu'on est là pour vous accompagner, vous encourager et vous aider dans vos recherches pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je note quand même que dans la suite de la présentation précédente, on est quand même toujours sur une conjonction, j'allais dire une convergence, pas des luttes mais des savoirs, mais déjà dans la recherche elle-même, et puis entre les différents acteurs institutionnels. C'est-à-dire que ce qui ressort des différentes interventions, c'est que la DRAC, la région, l'archéologie, la FAC, enfin, la recherche travaillent en conjonction. On aboutit à des résultats qui sont d'autant plus intéressants qu'ils ouvrent systématiquement sur la compréhension du territoire. C'est-à-dire que, alors à la fois pour les historiens, pour nous, pour les chercheurs, pour comprendre comment évolue un territoire sur le temps long, mais je pense aussi que ça va contribuer à terme, mais je pense qu'on en parlera avec la présentation de Stéphane, sur la prise de conscience et la compréhension patrimoniale du territoire, et la patrimonialisation et la prise de conscience de l'importance de la préservation et de la mise en valeur de ce territoire, qui est aussi un des thèmes de ce colloque. Je cède la parole à la salle, si vous avez des questions. Bonjour, merci de cette présentation. J'avais une question un peu béotienne. Quelle est la procédure pour accéder et consulter la carte archéologique? Vous pouvez, en fait, en écrivant tout simplement au service régional d'archéologie, donc à la DRAC, il y a une adresse générique sra-corse@culture.gouv.fr, et vous pouvez remplir une demande de consultation de la CAN avec l'objet de la recherche que vous souhaitez, et vous pouvez accéder à une partie des données en fonction de cette recherche. Impeccable, merci. Et on vous invite à déclarer les sites justement que vous découvririez à l'échelle locale et qui ne seraient pas recensés. C'est bien de le signaler. Oui. D'autres questions? Oh non. Oui, pour faire le pendant de ce que disait Daniel Istria au sujet du premier Moyen-Âge, ce grand vide, il faut qu'on réfléchisse à comment attraper ces sites. Ailleurs, on dit, du fait que les villages n'ont pas bougé, le haut Moyen-Âge, il est sous les maisons actuelles. Est-ce vrai en Corse? Comment le vérifier? Quel type de travaux? On arrive peut-être un peu tard. Les travaux d'assainissement, les travaux d'enfouissement du téléphone, de la fibre, tout ça sont peut-être déjà finis. Il faut absolument qu'on se concentre sur l'habitat actuel, sous l'habitat actuel, pour essayer d'attraper, me semble-t-il, ces sites. Peut-être qu'en Corse aussi, les choses sont différentes et que les habitats étaient beaucoup plus hauts, plus perchés, plus difficiles d'accès, peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment attraper ces 500 ans d'histoire, quand même. 500 ans d'histoire pour lesquels on ne sait à peu près rien. Une question? Donc, merci à tous. Je vous propose une courte pause de 10 minutes pour un café sur un